touche bien sûr la santé publique, elle touche bien sûr l'éducation à la santé, l'éducation à l'alimentation, c'est un enjeu central. Elle relève aussi de l'aménagement du territoire, parce que ce que l'on choisit comme alimentation et ce que l'on met à disposition en termes de terre pour l'alimentation, bien ça produit de l'organisation urbaine et de l'organisation des territoires et des paysages différents. Et puis, c'est aussi une question culturelle, citoyenne, qui participe au bien vivre et à la convivialité. Donc, un enjeu qui ne se limite pas à seulement ce qui se joue dans notre assiette. Et nous avons, pour réfléchir et pour nous orienter dans ces réflexions, des dispositifs existants sur lesquels on peut s'appuyer, que ce soit la loi Egalim, le plan alimentaire de territoire, vous le voyez dessiné en vert foncé, le plan alimentaire qui touche TPM en particulier, des lois qui nous orientent, qui nous donnent des axes de travail et qui sont malheureusement peu exploités ou qu'est-ce qu'on pourrait dire, simplement vernis par les décideurs aujourd'hui qui sont obligés d'en respecter le minimum et souvent en restent à ces minimums. Alors, dans quelle direction aller? En réalité, on a de très nombreuses directions dans lesquelles on peut agir. Du côté, bien sûr, de tout le tissu associatif, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent sur ces questions d'alimentation, de santé, de production et d'agriculture dans la zone qui est la nôtre, en direction de tous les établissements publics qui se nourrissent en lien avec, bien sûr, des budgets publics. Il y a aussi un travail à faire du côté des prestataires et des personnels du secteur alimentaire public. Dans les cantines, nous avons à Toulon des personnels qui ont des savoir-faire, il faut s'appuyer sur eux. Bien sûr, des démarches et des discussions à avoir aussi avec ceux qui détiennent le foncier, qu'ils soient exploitants ou non. Et puis, bien sûr, tout un écosystème à reconstruire, à réunir autour des producteurs et des artisans locaux qui sont bien sûr les acteurs au cœur de cette réflexion. Donc des directions, il y en a plein, des dispositifs, il en existe de nombreux, il faut s'en saisir. Et bien sûr, tout cela, c'est une question de volonté politique, et vous avez bien compris que notre choix de mettre comme dernière conférence une conférence sur l'alimentation et la santé, c'est dire à quel point nous considérons que ce sujet-là doit être essentiel. C'est un sujet qui préoccupe tout un chacun, tous les habitants et toutes les habitantes de notre ville, qui joue sur ensuite la vie quotidienne des hommes et des femmes, et nous pensons qu'il doit être sur le devant de la scène dans cette campagne électorale. Alors pour cela, on va s'appuyer sur l'expertise de personnes qui ont mis en place des projets et qui ont changé leur ville, changé la vie des habitants de leur ville et de leur village. Et je leur laisse tout de suite la parole. Gilles, c'est à toi. Bonsoir à toutes et tous. Il faut que je sois dans le champ. Donc, voilà, nous, la manière dont on aborde l'alimentation, on a 3 entrées, qui sont le projet alimentaire territorial, la restauration scolaire et la ferme municipale. Voilà, c'est l'ensemble de nos politiques alimentaires. Diapo suivante. Au début, je voulais à partir effectivement de connaissances et de données scientifiques, comme vous a présenté Magali, on a construit notre vision de l'alimentation. C'est ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire. C'est pas tout à fait la même que celle de la ministre de l'Agriculture, qui veut faire de la souveraineté alimentaire pour produire en France pour les Français et pas s'occuper des autres. Non, c'est décider ce qu'on veut manger, qu'est-ce qu'on veut mettre dans notre assiette, comment on veut que ça soit produit, d'où est-ce qu'on accepte que vienne notre alimentation et sur quels échanges économiques on va avoir notre alimentation avec les agriculteurs. Et ça se traduit pour la cantine de Montsartou, ce qu'on met dans l'assiette, c'est que nous, on applique un certain nombre de repères du Programme national nutrition santé, c'est-à-dire qu'on met beaucoup de légumes et de fruits, on sait que c'est bon pour la santé, on met moins de graisse, moins de sel, moins de sucre,
On met des céréales plus complètes, ça c'est hyper important parce qu'on a beaucoup plus de nutriments dans tout ce qui est céréales complètes, donc que ce soit le pain, les pâtes, le riz, etc. Et on ne travaille qu'à partir de produits frais, bruts et de saison. Et c'est-à-dire qu'on n'a aucun aliment ultra transformé dans nos cantines. Et les rares aliments transformés qu'on a, ça va être une boîte de tomates concassées pour finir l'hiver quand on n'a plus assez de réserve, ou de la purée de fruits sans sucre ajouté. Donc vraiment très peu transformé. Et sur la protéine, qui est un gros enjeu, parce que si on veut, aussi bien pour l'enjeu de santé que pour l'enjeu environnemental, vous savez qu'il faut manger moins de viande. Mais nous, c'est pas très difficile dans notre région, en fait, c'est d'appliquer le régime méditerranéen. Et le régime méditerranéen, c'était beaucoup de légumineuses, un peu de poisson et très peu de viande. Et en fait, c'est ça, et donc on a, nous, 50% de menus végétariens et 50% de menus avec viande et poisson. Le mode de production, nous, alors des fois on est un peu extrémiste, hein, mais c'est bon, c'est-à-dire que c'est 100% bio, ça ne se négocie pas. Donc le 20% des Galim, ça ne nous suffit pas. Et nous, c'est au moment où il y avait le 20% au grenade de l'environnement qu'on a décidé de faire 100% de bio, parce que c'est important pour la santé, parce que c'est important pour l'environnement. L'approvisionnement, ben, le plus local possible, mais dans les Alpes-Maritimes, on est encore moins bien que dans le Var. Nous, c'est une demi-journée de réserve alimentaire. Donc forcément, on est obligé, on a 70% d'approvisionnement régional, et dans la région, on met la Ligurie et le Piémont, parce qu'on est frontalier et il faut en profiter. Et sur les échanges, on a plus de 20%, 22% de produits issus du commerce équitable, soit commerce équitable nord-sud, sur les bananes, le chocolat, les épices, et on a aussi maintenant des produits Bio-Équitable France, c'est un nouveau label qui est sorti et qui assure une juste rémunération des agriculteurs. Voilà concrètement comment on a défini notre alimentation pour la cantine, et ça, chacun peut le faire à la maison, dans son entreprise, comme vous voulez. Diapo suivante. Donc la cantine 100% bio, diapo suivante. On a fait le choix, nous, depuis il y a 25 ans. Alors c'est vrai que nous, on a 50 ans de mandat, moi j'en ai 30, à titre personnel. Mais il y a 25 ans, on a pris la décision de faire une cuisine par école. Et ça, c'est hyper important, parce que c'est comme ça qu'on fait la cuisine et l'alimentation de meilleure qualité, et on a même les odeurs qui éveillent l'appétit des enfants en fin de matinée. Alors, on ne peut pas toujours tout faire, hein, mais on peut changer les choses. D'ailleurs, même Marseille, qui a une énorme cuisine centrale, a dans son projet de développement de construire une dizaine de cuisines. C'est-à-dire qu'il faut desserrer les cuisines. On a 96% des enfants qui mangent à la cantine. Nous, la cantine est ouverte à tout le monde. Et le tarif pour les familles commence à 1 € pour les familles qui ont un QF, un quotient familial inférieur à 400 €. Donc on peut accueillir tout le monde. Et vous avez vu qu'après, nous, la cantine, c'est un taux d'effort. Chacun a un taux d'effort appliqué sur son QF. Donc on a des tarifs individualisés et qui vont jusqu'à 9,18 €. Que vous dire de plus? Oui. Combien coûte l'alimentation réellement? Parce qu'on nous dit souvent la cantine 100% bio, c'est bien, mais on n'en a pas les moyens. Et bien nous, la cantine 100% bio, dans l'assiette, on met 2,18 € pour le menu de midi et le goûter. Et la moyenne nationale, elle est de 2,31 €, rien que pour le menu de midi. Donc vous voyez qu'on est en dessous de la moyenne nationale du coût de revient, et pourtant on est 100% bio. Et comment on a fait, c'est diapo suivante. La solution, au début, elle a été dans la poubelle. Vous savez qu'on jette, au moment où on a commencé le travail, on jetait 1/3 de ce qu'on cuisinait. Maintenant, c'est plutôt 1/4, ça a un petit peu diminué, mais pas assez encore. Nous, on a diminué de 80% le gaspillage alimentaire. Et ça a généré 20% d'économie sur le budget alimentation. Donc on est passé de 145 grammes à 30 grammes. Et en faisant comment? Simplement en pesant nos restes alimentaires, et en regardant, si je fais 100 kg de carottes, que j'en retrouve 20 kg dans la poubelle, la fois suivante, je ne fais pas 100 kg de carottes, je fais 80. Voilà, c'est aussi pragmatique que ça, et on le fait pour toutes les recettes. Et après, c'est chaque enfant qui choisit la taille de la portion qu'il veut manger.
parce que ça n'a rien de donner une grosse portion à un enfant qui en mangera la moitié. Donc on responsabilise l'enfant, on autonomise, et l'enfant peut toujours se resservir à manger s'il a encore faim. Et le deuxième levier, c'est la végétalisation de l'assiette, parce que la végétalisation de l'assiette, pardon, elle est bonne pour la santé, pour l'environnement, mais en fait, elle est bonne pour le porte-monnaie aussi. Et ça permet de financer le bio, parce qu'un repas végétarien, c'est 2 fois moins cher à produire qu'un repas avec de la viande et du poisson. Ça se comprend facilement quand vous faites vos courses. Le prix des céréales et des légumineuses ou le prix de la viande et du poisson, vous voyez bien que ce n'est pas le même prix. Et en fait, ça, nous, de voir un menu sur 2 végétarien, enfin, à base de protéines végétales ou d'œufs, donc c'est même pas que des protéines végétales, c'est 25% d'économie sur le budget de l'alimentation. Donc vous voyez qu'avec 45% d'économie, on se paye largement le 100% bio, et c'est pour ça qu'on est en dessous de la moyenne nationale, parce qu'on fait beaucoup d'économies pour investir sur la qualité. Diapo suivante. La ferme municipale, donc nous, pas de production agricole dans notre département. Quand on a voulu des légumes, on a cherché des producteurs, on n'en a pas trouvé, et on a dit on fait une ferme municipale. Donc sur 6 hectares, une propriété de 6 hectares qu'on avait préemptée à un moment où elle était vendue à un promoteur, on a maintenant une ferme avec 3 agriculteurs salariés de la commune qui produisent 25 tonnes de légumes. On est autonome hors pommes de terre à 96% de nos besoins. Pourquoi hors pommes de terre? Parce que les pommes de terre, on en fait un petit peu, mais c'est pas notre terroir, quoi, hein. De toute façon, ça pousse pas bien, ça se conserve pas bien, donc on est obligé d'acheter des pommes de terre. On fait une 50aine de variétés de légumes, on fait de l'huile d'olive, mais surtout la ferme municipale, vous le voyez en bas, c'est un formidable outil pédagogique. C'est-à-dire que les enfants viennent sur la ferme. Si on veut faire manger des légumes aux enfants, il faut qu'ils les connaissent. Et nous, ils viennent faire des classes alimentation durable, ils viennent une semaine sur la ferme faire classe, ils récoltent les légumes, ils en plantent, ils les cuisinent, et du coup, ils les mangent volontiers. On vient de créer le réseau national des fermes publiques, donc si vous voulez une ferme publique, on pourra vous accompagner. Diapo suivante. Le PLU, outil extrêmement important dans les collectivités. Au moment où on a fait la ferme municipale, on a dit, on a dû créer une ferme pour nous, les légumes pour la cantine, mais quid des habitants? Comment mangent les habitants? D'où vient l'alimentation de nos habitants? Et on s'est dit, il faut absolument relancer l'agriculture locale. Donc nous, c'est une vraie reconquête hein, sur la Côte d'Azur, mais bon, vous êtes un peu pareil. L'urbanisme, le tourisme, on fait fuir les paysans. Donc vous voyez qu'en notre ancien plan d'occupation des sols en haut, le PLU de 2012 en bas, on est passé de 40 à 112 hectares agricoles. On a triplé les surfaces classées agricoles. Au PLU de l'année prochaine, quand on va voter en 2026, on va passer à 150 hectares. Donc ça sera du x4 par rapport à 40. Et on va même obliger les maisons individuelles à préserver 200 mètres carrés pour de la production agricole. Ils le feront ou ils ne le feront pas, mais ils ne pourront pas imperméabiliser. Le jour où on aura besoin de manger pour des enjeux de sécurité alimentaire, il y aura de la terre disponible dans les maisons. Et diapo suivante. Voilà. Et tout ça, on a vu que de bien faire manger les enfants à l'école, ça avait commencé à faire changer les habitudes alimentaires des parents. Et on a dit qu'il faut le faire pour tous les habitants. Donc on a créé la maison d'éducation à l'alimentation durable, qui est en fait notre projet alimentaire territorial. Elle travaille la reconquête agricole, parce qu'il ne suffit pas de classer des terres agricoles pour retrouver des agriculteurs. Il faut convaincre les propriétaires de libérer le foncier agricole et de faire une croix sur une urbanisation future. Et c'est difficile dans nos régions, quand on voit le delta de prix au mètre carré. Et ben, on a fait beaucoup de pédagogie, et parce que les propriétaires de foncier agricole sont des descendants, enfants, petits-enfants d'agriculteurs, et on leur a simplement les a fait ressurgir leurs souvenirs de la famille. Et de retrouver les photos, on a fait une expo, on leur a demandé les photos, et de retrouver les photos des parents, des grands-parents sur les tracteurs, les champs cultivés et tout, et ben ça les a motivés à se reconnecter à l'agriculture. On a maintenant 10 propriétaires qui viennent de libérer du foncier, on a fait 8 installations agricoles en 18 mois, donc il nous aura fallu 10 ans, mais ça y est, c'est enclenché, et on a sans arrêt des propositions de terrain et des gens qui viennent s'installer, donc on a bon espoir d'avancer. On travaille aussi l'accessibilité physique et sociale à l'alimentation durable, l'éducation et le partage avec les autres collectivités. Je n'aurai pas le temps de tout développer, donc je vais passer à la diapo suivante.
La diapo suivante encore, parce que j'ai dit que j'en jetais. Voilà, juste celle-là, ça sera la dernière. Parce que tout ça, ça donne des résultats quand même. Nous, l'avantage, on est élus depuis longtemps. La MEA, on a évalué 5 ans d'action de la Maison d'éducation et d'alimentation durable sur la sensibilisation et l'accompagnement des habitants. Et en 5 ans, il y a 71% des habitants qui ont changé leurs habitudes alimentaires. Et comment? En mangeant moins de produits ultra transformés, moins 30% en moyenne, moins de viande, moins 23%, plus 28% de bio, plus 14% de déplacement en vélo, parce qu'en fait, ils font plus les courses dans les commerces locaux que dans les grandes surfaces. Et tout ça, ça génère une diminution de l'impact carbone de 26%. C'est hyper important parce que dans les politiques publiques de lutte contre le réchauffement climatique, dans les PCAET, ce qu'on appelle, qui sont menés par les agglos généralement, on a l'habitude de travailler la mobilité, le logement, l'énergie, mais l'alimentation, c'est 25% des gaz à effet de serre. Et on s'assoit sur 25% de la solution. Donc il faut absolument réhabiliter l'alimentation comme élément de lutte contre le réchauffement climatique. Et vous voyez qu'en 5 ans, on a quand même diminué de 26%, ce qui n'est pas rien. Et en 30 secondes, la dernière des dernières, non, on passe, voilà, celle-là. Parce que l'enjeu santé, Magali en parlait au début, le surpoids. L'alimentation donne beaucoup de surpoids dans notre pays. Et on a fait une enquête avec le CHU de Nice qui montre que le surpoids et l'obésité des enfants de Montsartou concernent 7,6% des enfants, alors que c'est en 2015, donc il y a 10 ans, l'étude de référence, il n'y en a pas eu depuis 10 ans, l'étude Esteban qui disait 17% de surpoids sur cette tranche d'âge. Donc on est 55% inférieur à la moyenne nationale, et ça c'est un vrai enjeu de santé. Voilà. Et puis le reste, je vous le dirai dans les réponses aux questions. Ça fait rêver, hein. Je ne sais pas très bien ce que je veux ajouter, parce que j'ai commencé avant Gilles de faire de la politique, mais je pense que l'élève a dépassé le maître très largement. Alors, il y a un point commun quand même, c'est que je vous le dis parce qu'en introduction, on fait partie d'un réseau européen. Alors moi je faisais partie, parce que je suis plus maire maintenant, mais j'ai participé à la création d'un réseau européen des villes bio, pour faire court, en sachant qu'en Italie, ils ont beaucoup d'avance sur nous, parce qu'ils ont Citadel Bio, qui a beaucoup travaillé sur ces sujets-là, et que des pays comme le Danemark, comme l'Allemagne, comme l'Autriche ont beaucoup avancé. Mais en France, bon, moi, Montsartou est vraiment l'élève modèle, mais il ne faut pas sous-estimer. Il y a par exemple la ville de Paris. La ville de Paris est un exemple, c'est très marrant parce que personne n'en parle, mais la ville de Paris, il faut savoir qu'ils ont atteint plus de 50%. Alors la ville de Paris ne sous-traite pas l'alimentation de ses collèges et ses lycées parce que c'est directement eux. Et ils font la cuisine eux-mêmes et ils ont un objectif de 50% de bio qu'ils ont atteint. Et ce qui est intéressant, à l'époque, on avait travaillé pour qu'ils puissent faire des appels d'offres, on avait travaillé avec le Parlement européen, pour qu'ils puissent faire des appels d'offres dans lesquels ils intègrent les agriculteurs locaux et pas obligatoirement des appels d'offres en venant des produits bio de très loin. Et donc, vous voyez, il y a quand même des gens qui font des efforts, qui font... Et à l'époque où moi j'ai passé quand on a décidé avec les agriculteurs et le conseil municipal de passer la commune de Corrence en bio, donc c'était en 95, à l'époque beaucoup de gens ont rigolé de nous. On était un peu la risée des paysans, même de quelques élus, quelquefois toulonnais même, je me souviens. Mais bon, c'était un petit exemple, etc. Bon, si vous voulez, je crois que, et là on est en campagne électorale, il y a dans la vie des choix politiques. Et on est tous ici, on est conscients. Quand on a décidé de passer la cantine de Corrence en bio, on a décidé de ne pas sous-traiter, on a décidé de monter une cantine, d'investir dans un village où il y avait moins de 100 enfants à nourrir. Donc il y a des prix, parce qu'il y a un effet diviseur important. Quand vous avez un cuistot qui est capable de faire pour 500 enfants ou pour 100 enfants, ça coûte 5 fois plus cher le cuistot. Donc il y a des choix politiques. Et moi j'ai toujours dit que la manière dont nous allons apprendre à manger nos enfants sera le monde de demain. C'est une notion importante.
quand je vois, Gilles, le travail qu'ils ont fait, et là c'est quantifiable l'impact que ça a eu, je me dis que vraiment les choix politiques ont des conséquences qui sont positives et il faut en parler. Et je disais toujours, mais je sais que là, à l'époque, et c'est toujours le cas, ça coûte cher de faire de la nourriture locale, de la faire bio, mais au regard de l'avenir, qu'est-ce que ça coûte par rapport à la qualité, par rapport à nos enfants, par rapport à leur enjeu, et surtout la manière dont ils vont consommer, c'est certainement la façon la plus révolutionnaire de faire la révolution de demain en termes d'environnement et d'écologie. Donc, pour moi, le choix de l'alimentation dans l'école est un choix vraiment important des collectivités, parce qu'elle a un impact à très long terme, elle a un impact sur l'environnement économique, c'est-à-dire qu'une ville comme Paris, quand elle décide de passer ses repas en bio, je crois que c'est quelque chose comme 35 ou 40 millions de repas par an qu'ils font, s'ils en font 50% en bio, vous voyez l'impact que ça a sur l'agriculture locale. Et bon, quand vous voyez à Montsartou, bon là ils ont fait ça en régie, mais ça a un impact. Et la façon de transformer la société, c'est le début de ça, parce que vous avez de plus en plus d'agriculteurs bio qui s'installent. Et on est frappé. Bon, moi je suis vigneron, j'ai même été patron, je vous demande de ne pas sourire, j'ai été patron d'une boîte phyto par le passé, donc c'est ma rédemption, Corrence Bio. Si vous voulez, la puissance de l'industrie phytosanitaire, on ne la mesure pas. Hein. Et le drame du monde agricole français, et Daniel pourra, qui lui est un paysan qui a vécu ça dans le sang, le drame du monde agricole, c'est que les produits phytosanitaires, qu'on a fait croire aux agriculteurs qu'ils étaient les médecins des plantes. Et ça, cette notion, cette philosophie de dire, mais vous apportez des médicaments à vos plantes, et vous allez faire des belles plantes, des belles tomates, des beaux produits, mais on n'a jamais sensibilisé le monde agricole qu'en fait, le monde agricole n'était pas le médecin des plantes, c'était le médecin des hommes, c'était une façon d'être de la médecine des hommes. Et ça, le monde agricole l'a oublié. Et il est fondamental de lui réapprendre ça. Et la puissance de tir du monde phytosanitaire est énorme. Et aujourd'hui, faire changer le monde agricole en agriculture biologie, c'est beaucoup plus long que ce que la rationalité nous le ferait apprendre. Je veux dire, il est tellement évident aujourd'hui que les produits phytosanitaires ont des impacts dont on ne mesure pas encore tous les effets, parce qu'il y a non seulement les impacts directs, mais il y a les impacts des combinaisons des molécules qu'on est en train de découvrir, et tous les jours les normes changent. Et c'est dramatique pour ce qui est à venir, sur ce qu'on va découvrir sur les phytosanitaires est encore plus terrible que ce qu'on a connu. Et la croissance des maladies dégénératives, ça ne fait pas l'ombre d'un doute que l'essentiel de l'origine vient de là. Donc, je veux dire, aujourd'hui, les collectivités locales, lorsqu'elles font des choix volontaires, elles font un apprentissage pour les enfants pour le long terme, elles font un apprentissage sur les parents. Gilles l'a montré, l'impact que ça a. Moi, je rigolais toujours parce que quand vous faites la cuisine locale, que vous la faites bonne, aux réunions, moi je disais toujours, ma première victoire, c'est quand, à la réunion de parents d'élèves, les parents me disaient qu'ils étaient obligés de cuisiner le soir. Mais, si vous voulez, symboliquement, c'est hyper important, parce que ça veut dire qu'on est en train de changer quelque chose, on est en train de faire une révolution silencieuse. Et je fais partie d'une génération où on a cru au grand soir, n'est-ce pas Philippe? Je crois qu'aujourd'hui, la vraie révolution des collectivités territoriales, c'est d'avoir une influence sur les parents en faisant des choix politiques, au sens noble du mot, des choix qui ont un impact environnemental, qui ont un impact économique et qui ont un impact sur l'avenir. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos deux témoignages.
Nous allons donner la parole à un intervenant qui n'a pas pu être parmi nous ce soir parce qu'il vient du Pays Basque. Et le Pays Basque, c'est pas la porte à côté. Gilles Egunon. Donc Gilles représente le collectif Elgarekin, qui est un peu l'équivalent de Toulon en commun, dans la commune d'Urugne, donc qui est une commune du Pays Basque Nord. Cette liste, qui aujourd'hui est aux responsabilités, se composait ce qu'on appelle d'abertzalais, c'est-à-dire des régionalistes de gauche, comme moi au Parti Occitan, d'écologistes et de responsables politiques de la gauche. Je ne vais pas en dire davantage, parce que le temps est compté. Gilles, c'est à toi. Bonsoir à tous. C'est une homme de mairie. Est-ce que je commande pour le PowerPoint? C'est moi qui le partage ou comment vous faites là? Vas-y, c'est vous qui partagez. Non. Attends. C'est à la suite. C'est bon, pardon. Ça marche là? Ouais. C'est bon. Vous m'entendez bien? C'est bon, on t'entend et on voit le diapo. Vous voyez mon diaporama? Ouais, oui. Tout va bien? Oui, bye. Donc le collectif Elgarekin, lorsqu'il s'est présenté aux élections municipales de 2020, a considéré que l'alimentation était un élément central à mettre en avant dans le programme, avec l'idée d'aller vers plus de souveraineté alimentaire à l'échelle du territoire de la commune. C'est une commune qui est très peu urbanisée. Donc l'initiative a été de mettre en œuvre un diagnostic sur la production agricole communale pour savoir où on en était, de réviser les bons ruraux sur les terres communales avec l'idée d'installer des paysans, puis à l'issue d'un travail mené par des membres d'Elgarekin et des élus et des citoyens, de construire une cuisine communale et parallèlement installer une ferme maraîchère en régime municipal sur 2 hectares. C'est le duplicat de Mansartou, en gros, c'est ça. L'alimentation, on considère que c'est un élément central et c'est aussi un élément qui a été mis à l'index dans le plan de cohésion sociale qui a été adopté par le conseil municipal il y a 3 ans maintenant, qui a concerné plus de 300 personnes, de nombreuses associations, et ce plan se décline en 6 thématiques, dont je me nourris, j'habite, je me déplace, j'apprends, je grandis sur mon temps libre, je travaille, je vis. Donc il implique des actions menées par la mairie, les associations, les citoyens. Il implique des financements et des investissements communaux. D'une façon générale, Elgarekin cherche à avoir une approche globale, éviter de travailler en silo, ce qui n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, quelques éléments de contexte qui plaident pour la sécurité sociale de l'alimentation. Parallèlement au travail qui est fait par la mairie, il y a un groupe de citoyens qui se réunit maintenant depuis 2023 pour réfléchir à cette idée de la sécurité sociale d'alimentation et de créer une caisse locale à l'échelle communale et au-delà, en étant dans la perspective de dupliquer un modèle. Donc, les éléments de contexte qui nous amènent à réfléchir à ça sont, ce qu'on peut mettre en avant, c'est une forme de dichotomie ou un oxymore. Le repas gastronomique français et les savoir-faire artisanaux et la baguette de pain sont classés au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO, mais nous avons 7 millions de Français précarisés et souvent stigmatisés, qui ont besoin d'aide alimentaire quotidiennement. 15% de la population française vit sous le seuil de pauvreté. Beaucoup d'entre nous sont touchés par les maladies de la PAC et de l'agro-industrie, le diabète, l'obésité, la stérilité, les cancers. Alors que nous célébrons régulièrement, notamment au moment des salons de l'agriculture, les savoir-faire des paysans et la qualité des produits alimentaires, avec 102 AOP alimentaires, nous avons une agriculture fortement fragilisée et des paysans maltraités. Par une politique agricole commune profondément injuste, par les impacts du changement climatique qui déstabilisent la production agricole, y compris au Pays Basque. Conséquence, un bon nombre de paysans sont souvent en
en situation de précarité, tant sur le plan des revenus que sur les droits sociaux. On peut rajouter à ça aussi que la France représente 16% de la surface agricole utile européenne. Et nous sommes pourtant fortement dépendants des importations pour nous nourrir. Plus de la moitié des fruits et légumes consommés en France est importé. La France ne produit que 30% de sa consommation en légumineuses et en graines. Lentilles, pois chiches, etc. Donc on considère au sein de ce collectif, Elikar Tachuna Alimentation Solidaire, que la sécurité sociale d'alimentation peut être un des outils les plus puissants pour résoudre les contradictions. Ces contradictions, car elles reposent sur des principes humanistes et peut construire un réseau de solidarité entre producteurs, paysans, pêcheurs, restaurateurs et épiceries, et les habitants. Ainsi, si nous sommes similaires en besoin, alors nous sommes similaires en droit. Droit à une alimentation saine et de qualité, droit à une vie digne et une rémunération juste. Le groupe Elgariking est constitué de citoyens, comme je vous l'ai dit, et de citoyennes, de quelques élus, qui sont là en tant que citoyens, et le CCAS du Rugne est associé, le Centre communal d'action sociale est associé à notre réflexion. Donc, quelques dates pour expliquer comment on a avancé. Depuis 2022, en 2022, on a eu un premier échange à l'issue de la projection d'un film, un très beau film de la part des autres, qui a été suivi d'un débat. Et à l'issue de ça, il y a une quinzaine de personnes qui ont décidé de réfléchir à cette idée de sécurité sociale. Donc, pour 2023, ça a été l'épisode du brainstorming, on va dire. Et on a pris contact avec d'autres initiatives françaises pour comprendre un peu les choses. En 2024, on a adopté une charte. Et on a constitué l'association Elikar Tachuna Alimentation Solidaire en vue de créer une caisse locale d'alimentation solidaire sur les principes de la sécurité sociale santé. Alors les principes, vous les connaissez, c'est l'universalité des droits, le conventionnement et la cotisation sociale. En 2025, nous avons adopté un règlement intérieur pour la caisse, cotisation, définition. En ce moment, nous sommes en train de construire le modèle de conventionnement en vue de constituer le réseau Elikar Tachuna Alimentation Solidaire. Et on recherche aussi un système de paiement, même si on en a identifié un, qui s'appelle Petit Billet Top Circuit. Donc l'objectif pour nous, c'est de créer une caisse locale en juin ou septembre 2026. Si vous voulez en savoir plus, je vous ai mis un lien au bas de cette diapo. Alors comment ça marche, le schéma de Elikar Tachuna? On a une association qui est constituée de membres et des personnes morales, si elles le veulent, des paysans, des restaurants, des commerces qui conventionnent avec Elikar Tachuna Alimentation Solidaire. Donc la cotisation elle est 12 € par mois. Et parallèlement, l'idée c'est de créer une caisse locale d'alimentation solidaire qui aura son propre budget et qui ne va pas reposer sur une cotisation de 12 € par mois. Les fonds de l'association de récupération, en gros, seront répartis selon un fonds de soutien pour la caisse locale, un fonds de soutien agricole et un fonds pour faire fonctionner l'association. Alors, vraiment, quand on rentre un peu dans le détail, donc on a des adhérents. Là, je parle de la caisse qu'on veut construire. On a des adhérents qui cotisent tous les mois au prorata des revenus et du nombre d'unités de consommation dans le foyer. L'unité de consommation, c'est une définition que nous avons repris à l'INSEE. C'est-à-dire un adulte, une unité de consommation, un deuxième adulte, 0,5 unités de consommation, un enfant de moins de 14 ans, 0,3 unités de consommation. Tous les mois, les adhérents cotisent. C'est une cotisation sociale. Ils cotisent sur un compte bancaire. Donc le budget de cette caisse locale, c'est la somme des budgets des cotisations, la somme des cotisations plus les frais bancaires. Cette caisse locale conventionne avec des paysans, des pêcheurs, des transformateurs et des boutiques, enfin des épiceries. D'accord? La cotisation délivre tous les mois, donc, un crédit social d'achat alimentaire par mois qui est identique, qui ne peut être dépensé uniquement
sur le réseau de producteurs conventionnés. Donc, voilà, je passe à la diapositive suivante. Ça intéresse beaucoup les gens. Donc, le barème de la cotisation sociale d'achat alimentaire, il s'appuie sur des définitions. Donc, il y a plein de définitions. Le revenu, qu'est-ce qu'on entend par revenu? Qu'est-ce qu'on entend par producteur? Qu'est-ce qu'on entend par unité de consommation? Qu'est-ce qu'on entend par crédit social d'achat alimentaire, etc. Et on a établi un barème. Et le calcul, la base 100 du barème, c'est la ligne qui est en bleu clair ici, d'accord? C'est notre base 100, elle a été définie entre le salaire médian français et le SMIC français. Ça fait à peu près 1740 euros, d'accord? Donc, une personne qui gagne 1740 euros cotise tous les mois 150 euros et elle bénéficie d'un crédit social d'achat alimentaire, la colonne en vert, hein, si vous voulez, la première colonne, ici, en vert, 250 euros. Une personne qui gagne plus, bien entendu, va cotiser plus. Et on monte de 5%, 105, 110, 115, 120, 125 jusqu'à 150. Et pour les personnes qui gagnent moins, 90, 60, 20, 20. Notre idée, c'est que pour les personnes qui sont accompagnées par le Centre communal d'action sociale, c'est que le Centre d'action sociale fait la différence pour que notre modèle économique soit à l'équilibre. Vous avez bien compris, ou plutôt je devrais préciser, qu'on ne souhaite pas, en dehors de ces cas particuliers, avoir de subventions publiques pour le fonctionnement. Je parle bien pour le fonctionnement. Nous ne sommes pas hostiles à des financements publics pour de l'investissement. Je vais conclure. Je viens de recevoir un message. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Mileshker. Tu restes avec nous pour les questions ensuite de la salle? Non, visiblement, il est parti. Dommage. Oui. Il m'avait dit qu'il resterait. Très bien. Nous allons donner la parole maintenant à Daniel Villon, que j'imagine beaucoup d'entre vous connaissez déjà, fondateur de la première AMAP en France, un modèle économique agricole absolument extraordinaire. Je n'en dis pas plus, il va expliquer. Oui, merci de m'avoir invité. Et vous avez un beau plateau quand même, hein, ce soir, qui fait rêver, mais ce qui est bien, c'est que les témoins de ce soir montrent que c'est possible, quoi. Et je crois que c'est ça qui est le plus important. On n'est pas dans le rêve, dans l'utopie, on est dans des réalités sur des communes qui ne sont pas des communes exceptionnelles. À Corrence, c'est 800 habitants permanents. Michael a réalisé des choses assez extraordinaires avec son équipe. Et Montsartou est aussi une commune qui est à la dimension de beaucoup de nos communes ici et qui prouve qu'on pourrait aussi faire preuve un peu d'imagination et aller aussi, à partir du modèle qu'ils ont créé, avancer aussi sur des projets qu'on peut avoir au niveau communal. Donc, le paysan et l'alimentation, c'est sûr que le paysan, il est au départ. Il est au départ de la matière première qui nous sert à s'alimenter. Et s'alimenter, c'est une fonction vitale. Hein. Si on ne se nourrit pas, on ne peut pas vivre. C'est comme l'air et l'eau. On en a besoin tous les jours. Et on a besoin tous les jours d'une eau potable, d'un air sain et d'une nourriture saine aussi pour nous apporter la santé, l'énergie, de quoi pouvoir vivre normalement. Alors, il est important, à cause de ça, il est important de relocaliser dans la proximité cette fonction vitale. C'est excessivement dangereux de confier aux autres le soin d'une fonction vitale. On a délocalisé beaucoup de choses. On a délocalisé l'industrie, on a délocalisé la plupart de ce qui nous entourait. Moi, je me souviens, dans les années 70, les ceintures vertes autour de Toulon nourrissaient Toulon. Il n'y avait pas d'importation, il n'y avait rien du tout, les personnes ne crevaient de faim. Et les paysans qui habitaient autour,
cultivés autour nourrissaient la ville. Et c'était comme ça dans toutes les villes. Il y avait dans toutes les villes une ceinture verte autour des villes qui nourrissaient les villes. Le premier cercle, c'était les maraîchers, le deuxième cercle, c'était les éleveurs, le troisième cercle, c'était les grandes cultures. Et tout ça approvisionnait les villes. Ça fonctionnait plutôt bien, puisque je n'ai pas entendu dire qu'il y ait des grosses famines depuis les années 50 jusqu'aux années 80. Aux années 80, ben, il y a eu une révolution. Il y a une révolution silencieuse qui s'est produite avec la grande complicité des élus en place, quels qu'ils soient, et c'est le développement de la grande distribution. La grande distribution, pour s'installer dans quelque chose qui fonctionnait, eh ben, il fallait bien qu'elle invente quelque chose. Vous n'allez pas vous mettre à consommer 2 fois plus parce qu'il y avait la grande distribution. Donc il fallait qu'ils prennent la place de ce qui existait. Et pour prendre la place de ce qui existait, eh bien, il fallait détruire tous les circuits courts qui existaient jusque-là depuis des millénaires. Parce que les circuits courts, on en parle aujourd'hui, mais on en a fait jusqu'aux années 80 depuis toujours. Donc la grande distribution a introduit les filières longues en se battant sur un seul critère qui est le prix. Et ils se sont battus sur le prix, ils se battent toujours sur cette question-là, qui est le prix. Et dans ce prix le moins cher possible, avec la pub qu'ils ont pu faire, avec le soutien des politiques, je le répète, qui disaient ben, il faut que le bon peuple de France se nourrisse le moins cher possible. Quoi, hein. Et tant pis s'il laissait sa santé. Mais enfin, toujours est-il, c'est que ça a participé, cette révolution-là, dans la filière fruits et légumes que je connais bien, en 1980, la grande distribution, c'est 5% de part de marché, et en 2000, c'est 85% de part de marché. Donc, ils ont complètement détruit les filières existantes qui existaient jusque-là. La Provence, qui était le potager de la France, dans les années 90, a perdu 15 000 exploitations de production de fruits et légumes. Donc, à la fin des années 2000, eh bien, notre ferme à nous était aussi en grande difficulté. On ne savait pas comment on allait pouvoir s'en sortir, parce que les prix auxquels on nous proposait, on travaillait aussi avec la grande distribution, on fournissait la grande distribution. Moi, je fournissais des salades à la grande distribution, j'avais des contrats avec eux. Le prix de la salade entre 1990 et 2000 n'a pas augmenté d'1 centime. Par contre, le poids minimum de la salade exigé par eux est passé de 200 grammes à 400 grammes. Ce qui revenait pour moi à laisser dans les champs 50% de plus des salades que j'avais produites. Donc, ils nous pressaient comme des citrons. Et quand on n'arrivait plus à suivre, eh bien, ils jetaient le citron, mais ils en trouvaient un autre, parce qu'ils étaient les seuls à avoir la capacité de pouvoir vendre des volumes conséquents de marchandises. Donc on s'est retrouvé dans cette situation lorsque par hasard on a découvert dans les rues de Manhattan, ça c'est assez rigolo, et le concept des CSA, Communauté Support Agriculture. Pourquoi dans la rue de Manhattan? Parce que on avait une de nos filles qui était installée à Manhattan, qui était architecte et qui était installée à Manhattan. Elle avait épousé un contrebassiste bien connu aujourd'hui, de jazz, et il fallait qu'il passe par un mec du jazz qui était New York. Bon, voilà. Donc ils se sont installés là-bas. Et comme à la fin des années 90, l'année 99, il devait y avoir le 31 décembre, peut-être la fin du monde, on s'est dit, il vaut mieux passer la fin du monde en famille que de passer séparément. C'est la raison pour laquelle on était là. Mais le bug informatique, pour nous, a été le bug quand même des légumes, puisqu'on a découvert ce concept de partenariat producteur-consommateur qu'on a mis ensuite en place, qui permettait de sortir pour le producteur de l'économie de marché. C'est-à-dire que le prix à payer de cet abonnement est un prix qui est complètement déconnecté du prix du marché. C'est un prix qui est la charge de l'exploitation qu'on divise par le nombre de familles que l'exploitation est en capacité de nourrir, qui donne le prix à payer de l'abonnement. Et là, on est sorti de l'économie de marché et de cette spirale infernale de produire toujours plus gros, toujours plus beau, toujours moins cher. Bon, c'est comme ça qu'on a sauvé notre ferme, et puis on en a sauvé beaucoup d'autres, parce que maintenant il y a 15 000 producteurs en ANAP en France qui ont participé à nourrir 6 millions de consommateurs.
et ça se développe toujours tranquillement, de façon très transversale. Et je voudrais conclure en disant que le rôle d'un paysan nourricier, c'est de nourrir tout le monde. C'est pas de nourrir seulement ceux qui ont les moyens d'acheter de la bonne nourriture. Et en ça, il y a des partenariats qu'on a pu développer avec des associations caritatives comme les Restaurants du Cœur, avec qui on propose des légumes diversifiés toutes les semaines, à un prix qui est le prix de revient des légumes de la ferme. Voilà. Et la proposition qu'on peut faire, c'est que pour que tout le monde ait accès à cette nourriture de qualité, eh bien, nous, on est assez fiers de pouvoir nourrir à la fois les plus pauvres jusqu'aux plus riches, puisqu'on sert aussi des restaurants étoilés. Mais il y a les mêmes produits des restaurants étoilés au Restaurant du Cœur. Voilà. Et là, on est arrivé à montrer qu'il est possible d'arriver à nourrir tout le monde avec une nourriture de grande qualité. Et quand on a une nourriture de grande qualité, eh bien, on se met à faire la cuisine. Et quand on se met à faire la cuisine, c'est le partage et c'est le pied à l'étrier. Et donc, beaucoup de gens, et de plus en plus, malheureusement, ont besoin. Parce que plutôt que de parler des riches en France, on ferait mieux de parler des pauvres. Et ils sont de plus en plus nombreux, c'est d'eux qu'il faut s'occuper. Les riches, on s'en fout. Qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là. Ils sont toujours riches, de toute façon, c'est pas un problème. Quoi. Par contre, la pauvreté ne cesse d'augmenter dans notre pays, il faut s'en occuper. Il faut s'en occuper sérieusement. Et quand on produit la nourriture, moi je tiens à ce que cette nourriture produite, tout le monde ait accès, indépendamment de sa revenu. Alors, il y a une partie des aides de la PAC auxquelles on n'a pas. Moi, j'en ai jamais touché un centime, mais les petites exploitations ne touchent rien. Pourquoi? Parce que les subventions sont données à la surface. Donc vous avez intérêt d'avoir des grandes surfaces pour avoir le maximum de subventions. Et sur les petites fermes, comme les jeunes qui s'installent aujourd'hui, sur les petites fermes, ils ont rien, quoi. Eh bien, moi, je demande à ce qu'il y ait un pourcentage de la PAC. Disons 10%. 10%, bon, ça fait sur 10 milliards qui sont donnés à l'agriculture par l'Europe, ça ferait 1 milliard. Si c'est 1 milliard, ils allaient aux associations caritatives qui, elles, achèteraient aux producteurs la vraie nourriture dans les circuits courts, en direct, à proximité de là où ils sont, ça permettrait à tout le monde d'avoir accès à une nourriture de qualité. Et ce serait un moyen pour que les petits producteurs aient aussi un bénéfice de la PAC. Et ce qui serait un rétablissement quand même d'une justice qui serait nécessaire dans la distribution de la PAC au niveau européen. Voilà, je vous remercie. Daniel, merci beaucoup. Merci à chacun de nos intervenants. Place au débat. Avant quand même de vous donner le micro, moi je vous invite à aller faire un tour à la ferme des Olivades, parce qu'il y a également un restaurant où on y mange les produits qui sont cultivés sur place. On y mange très bon, le droit est absolument extraordinaire. Si vous voulez boire du très bon vin à un prix vraiment pas cher, allez à Corrence. Il est bon, il est bio et il est pas cher. Moi, j'y vais en pèlerinage 2 fois par an. Et si vous voulez aller au village d'Astérix, sincèrement, allez à Montsartou, parce que là, on parle de l'alimentation, mais tout ce qui est fait est absolument révolutionnaire par rapport à la sécurité publique, par rapport à la culture, par rapport à la démocratie participative. Cette ville est absolument exemplaire. Et avant de vous donner le micro, quand même, je voudrais avoir une pensée pour Andrea Schieri, qui a été le maire de Montsartou, sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Moi, Andrea Schieri fait partie de mes mentors. Je l'ai pas mal côtoyé. Il avait toujours une phrase, il terminait souvent ses interventions publiques de cette façon. Il était déjà âgé, donc il disait quand on me demande si je suis optimiste ou pessimiste, il répondait je ne suis ni l'un ni l'autre, mais parce que je suis grand-père, parce que je suis grand-père, donc je dirais parce que je suis papa, parce que nous sommes tous parents, nous sommes ni optimistes, ni pessimistes, mais volontaristes. Alors soyons volontaristes avec tout le monde commun. Ouais. Donc place aux questions. Il vous est possible pour celles et ceux qui sont un peu timides, qui n'osent pas prendre la parole, de poser les questions à l'écrit et je les poserai pour vous. Donc des feuilles circulent.
si certains veulent s'exprimer, allez-y. En attendant, j'ai déjà une question. Je vais la poser, à moins que Catherine, tu souhaites la poser. Elle est partie, c'est pour ça qu'elle l'a laissée. Donc elle s'adresse à Gilles Perrol. Que faites-vous de vos déchets alimentaires? Notamment ceux qui viennent des cantines scolaires. Voilà. Alors, le gaspillage. Je vous ai dit déjà qu'on était passé de 147 grammes à 30 grammes. Donc, ce qu'on fait, on a fait essentiellement, c'est diminuer les déchets. Et ensuite, on les valorise. Une partie repart à la régie agricole, tout ce qui est épluchure et tout repart au compost de la régie agricole. Et sur le reste, on est en train de développer des composts sur les écoles. Et on a testé aussi des digesteurs qui sont un peu plus faciles à mettre en œuvre. C'est les bactéries qui finissent par faire à la fois un jus, parce que c'est 80% d'eau, hein, les déchets, et un substrat qui peut servir d'engrais. Après, il faut bien penser aussi au... moi, c'est ce que j'ai découvert, enfin, c'est ce que m'a fait découvrir l'agriculteur qui mène la régie agricole. Il a dit, c'est la première fois que je produis et que 100% de ma production est mangée. Parce qu'on n'opère aucun tri sur nos légumes et on produit le volume qui est attendu par la cantine. C'est-à-dire qu'on ne va pas produire beaucoup pour essayer de vendre beaucoup, pour essayer de gagner un minimum sa vie, comme font beaucoup d'agriculteurs. On produit la juste quantité et en fait on a zéro gaspillage. Alors que souvent il y a à peu près 20% de gaspillage à la source déjà. Voilà, deux éléments de réponse. Merci beaucoup. Est-ce que des mains se lèvent dans la salle? Ne soyez pas timide, on est entre nous. Là. Oui. Alors, attendez, je vous donne le micro, ou alors peut-être venez devant, comme ça tout le monde vous verra. Bonsoir. D'abord, merci infiniment, parce que ça fait beaucoup de bien en fait de vous entendre. Bon, moi je suis diététicienne du métier, j'ai été cuisinière pendant 20 ans avant. Et voilà, c'est vraiment... voilà, c'est génial ce soir ce qui se passe. Et c'est génial aussi de voir que la salle est pleine. J'avais deux petites choses que je voulais dire. Vous avez parlé des risques phytosanitaires. Et en fait, j'ai regardé un petit peu les chiffres là dernièrement. Et en fait, le diabète de type 1 a explosé chez les enfants. C'est-à-dire qu'il a doublé dans les 15 dernières années. Et en fait, je le sais parce que j'ai une patiente qui est venue me voir pour donc un diabète de type 2 et elle me dit, je suis allée chez l'endocrinologue et en fait, elle m'a dit qu'elle ne pouvait même pas s'occuper de moi tellement ils sont débordés par les diabètes de type 1 chez les enfants. Donc après, le diabète de type 1, juste pour dire, c'est à vie. Et en fait, c'est mis en lien avec les pesticides. Les pesticides qui sont aujourd'hui encore autorisés en France. Donc déjà, enfin voilà. Et ensuite, je voulais juste une petite précision au niveau des cantines. Du coup, c'est en liaison chaude que vous êtes. Pour les propres pesticides. Les pesticides, tu peux mieux répondre que moi. Hein. Non, mais les pesticides, on sait tous, et depuis très longtemps, parce que justement, citer Andreas Keri, et je le remercie, si on est allé dans cette voie de l'alimentation, c'est parce qu'il a mené un groupe de travail à l'Assemblée nationale à la fin des années 90. Il a été député de 97 à 2002. Et tous les scientifiques lui disaient déjà à l'époque le danger des pesticides. Il y avait une étude à Grasse où les cordons ombilicaux avaient été analysés, ils étaient bourrés de pesticides. Et puis vous avez bien vu l'ensemble des médecins qui ont réagi sur la citalmipride à l'occasion de la loi du plomb. Donc en fait, voilà, on sait que c'est des diabètes de type 1, c'est des maladies neurologiques, ce sont des cancers, des neuroperturbateurs. Enfin voilà, c'est multi-maladie, donc c'est un poison. On le sait, tout le monde le sait, nos ministres le savent, et ils ne font rien. Tu veux compléter sur les pesticides? Juste un mot, parce que c'est un sujet que moi j'ai eu l'occasion de visiter enfin dans les années 90 les laboratoires de Monsanto aux États-Unis. Parce que comme je le disais, oui, quelle chance, mais quelle chance politique.
le drame aujourd'hui, c'est que nous assistons à un vrai problème politique. Là, ce qui se passe, c'est que l'autorisation des produits phytosanitaires, vous savez, il y a tout un process, etc. Les autorisations faites, soi-disant par l'État ou par des organismes neutres, sont faites sur base des études qui sont faites par les organismes, par les boîtes eux-mêmes. D'accord ? Et vous voyez là, quand on y réfléchit un peu, on est dans la situation qui est la raison pour laquelle je suis plus à gauche qu'à droite, c'est que le marché a pris le dessus de la République. Parce que si la République faisait son job, alors République française ou européenne, si la République faisait son job, elle paierait des chercheurs indépendants avec l'argent public qui nous dirait ce qui est bon ou pas bon. Moi, je ne veux pas être, vous savez, ce médecin au Moyen-Âge qu'on brûlait, que l'Église catholique brûlait, parce qu'il a découpé les corps de Maccabée pour comprendre la circulation du sang. Je ne suis pas contre le progrès technique, mais je suis contre le progrès technique quand c'est Monsanto ou les boîtes phytosanitaires qui me disent que ça soit bon. Si ce sont des chercheurs et si c'est la République qui me le dit, c'est différent. Et le danger, le grand danger aujourd'hui, c'est que les sociétés, le capitalisme, en plus financier derrière, a pris le dessus de la République. Et là, avec les produits phytosanitaires, on assiste à vraiment l'application même de ce principe où les marchés ont gagné sur la République. Pour rebondir sur le rôle des politiques, l'ANSES, que vous connaissez tous, l'Agence française santé sanitaire, qui a été créée par Andreas Kering, qui avait créé l'AFSET, qui s'est transformé en ANSES, donc voilà, c'était une belle histoire. La ministre de l'Agriculture vient d'avoir la peau du directeur, parce que l'ANSES écrit depuis quelque temps qu'il faut diminuer la quantité de viande que l'on mange pour des enjeux de santé publique. Et la ministre ne l'a pas supporté, et le directeur a été remercié. La ministre n'est pas de gauche, je crois. La ministre est loin d'être de gauche, c'est une LR dissidente maintenant, parce que les postes doivent être tellement bons qu'elle s'est mise en congé de son parti. Et juste pour répondre donc à la liaison, donc nous on est sans liaison en fait. Alors, pour expliquer à tout le monde ce que c'est que les différentes organisations possibles d'une restauration scolaire, c'est soit cuisiner sur place. Nous, c'est ce qu'on a. On a une cuisine par école, on cuisine le matin, voire tout au long du repas, selon les omelettes, on les fait tout au long du repas, comme au resto. On a souvent ça encore dans les collèges et les lycées, moins dans les écoles. Après, il y a ce qu'on appelle des cuisines centrales, qui peuvent être soit en liaison chaude, c'est-à-dire qu'ils cuisinent le matin, ils maintiennent la température, ils livrent avec des containers qui maintiennent la température et c'est mangé à midi. Et le troisième, c'est la liaison froide. Donc c'est cuisiné la veille ou 3, 4, 5 jours avant. Un exemple, Sartène. Sartène reçoit les repas de la semaine le lundi. Pour les 5 jours. De Bastia. Vous voyez, enfin, en plus, quand on connaît les routes corse, c'est des aberrations. Vous imaginez ce que vous mangez, l'état de ce que vous mangez le lundi. Donc effectivement, s'il y a des choix à faire, le mieux, c'est la cuisine par école, mais on ne peut pas toujours tout recréer. S'il y a une trop grande cuisine centrale, il faut la diviser en plusieurs petites unités qui, après, font de la préparation chaude du coup, parce que ça peut se faire, parce que si on a trop de repas, la liaison chaude c'est impossible à mettre en œuvre techniquement, et voilà, si on a de la liaison froide, il faut, c'est le pire des principes pour moi. Alors pas sur un enjeu de sécurité sanitaire, ça c'est clean, c'est la priorité, mais sur les textures avant tout. Quand les pâtes ont passé 2-3 jours dans la sauce, elles ne seront pas al dente, comme on a mangé chez nous. Puis plein d'autres plats. Pour les viandes en sauce, c'est pas trop gênant, il faut être honnête. Une viande en sauce en liaison froide, c'est pas gênant. Il y a plein d'autres produits qui sont problématiques. Sans compter que c'est beaucoup des barquettes en plastique, encore, même si la loi l'interdit. Donc il y a d'autres enjeux de santé.
Voilà, j'ai 3 questions écrites et j'ai 2 mains qui se sont levées, donc les questions écrites. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voyais le faire. La première, donc une des problématiques actuelles est le dévoiement des terres agricoles par des citoyens non agriculteurs dans le Var. Comment faire pour redonner aux terres leur vocation agricole et faciliter l'installation d'agriculteurs? Deuxième question, que fait-on des 30% restants des cantines et comment éduquer les familles précaires sur le bio et le végétarien? Et troisième question, qui est écrite, je vous la pose quand même, qui vient de Guy Rebec. Question à Gilles Perrol. Tu as dit que tu accompagnerais la ville de Marseille pour la transition vers une alimentation durable. Question, pourras-tu venir accompagner Toulon en commun dès que nous serons aux manettes? Je suis là aujourd'hui, c'est pour ça, donc il n'y a aucun souci. Et il faut espérer que le printemps marseillais fasse un deuxième mandat, parce que maintenant ils ont le projet, ils l'ont construit, parce que 6 ans c'est court pour changer l'alimentation de villes comme Marseille, donc il faut qu'ils puissent maintenant le mettre en œuvre, et je leur souhaite aussi réussite autant qu'à vous. Les 2 autres questions, oui. Alors, il y en avait une sur les terres agricoles, mais il n'y a pas que moi qui peut. Tu veux y répondre, Michael? Oui, sur les terres agricoles, pour moi, bon, Daniel, ça serait intéressant parce que lui, il a vécu dans les tripes une lutte du pot d'argile contre le pot de terre contre le pot de fer, mais il a gagné. Mais dans le Var, bon, moi, j'ai été président du SCOT de Provence Verte. Et on a été le premier SCOT en France, il y a une quinzaine d'années, à décider qu'on ne pouvait plus perdre 1 hectare de terre agricole. Et aujourd'hui, ça commence à se faire. Le problème, c'est les élus. Je veux dire, il faut pas se cacher. C'est que lorsque les élus expriment clairement qu'il n'y aura pas de zone agricole qui passera en zone constructible, on commence à résoudre le problème. Parce qu'à partir de ce moment-là, on enlève dans la tête des gens, Gilles l'a cité tout à l'heure, parce que lui c'est encore plus terrible que dans le Var, mais dans le Var, la spéculation foncière va au bon train quand même. Si on enlève le virus de la spéculation foncière, on peut commencer à résoudre les problèmes à long terme. Mais il faut une fermeté extrêmement forte des élus qui expriment d'une manière très claire, et sur le SCOT de TPM, même si on a voté même s'ils ont voté le principe de ne pas perdre des terres agricoles, il ne s'applique pas. Et il faudrait arriver à ce que ce soit carrément voté en termes de SCOT, en disant on ne perd pas de terres agricoles, sauf quelques exceptions qui peuvent être inscrites dans le SCOT. Et à partir du moment où c'est inscrit dans le SCOT d'une manière très très forte, c'est beaucoup plus difficile pour les communes de changer leur PLU, et l'État pourrait jouer son rôle quand elle en a la volonté. Gilles Morando, est-ce que tu veux ajouter quelque chose depuis le Pays Basque? Alors, je pense que je peux peut-être répondre sur la première question. Comment, en quelque sorte, sanctuariser les terres agricoles? C'était ça un peu l'objet de la première question? Oui, c'est ça. Oui, c'était ça de cette façon. Oui, comment conserver les terres agricoles, comment soutenir les agriculteurs, comment conserver les terres nourricières face à la spéculation foncière, notamment. Bon, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris dans la formulation de la question. La stratégie de la commune ici, alors il faut dire que Uri, c'est une grande commune rurale encore, puisqu'il y a moins de 17% de la surface qui est artificialisée, il y a une zone Natura 2000, il y a 850 hectares de forêt, il y a 11 paysans à temps plein, plus 12 à mi-temps, et la commune possède beaucoup de terres agricoles. Alors, j'avais indiqué dans mon PowerPoint qu'il y a eu une tentative qui n'a pas abouti, parce que il y a des anciens paysans ou des pseudo-paysans qui louent des terres agricoles, mais soit pour mettre le cheval de la pétrie, ou faire d'autres choses que de l'agriculture nourricière, au sens où on apporte une production pour nourrir une population.
Et ça a été une première difficulté. L'autre stratégie qui a été mise en œuvre, en dehors de dupliquer le modèle de Mont-Sartou, qui est en cours, hein, c'est fait, la ferme existe, la cuisine existe, ça a été de prendre, d'utiliser la commande publique pour inciter les paysans à produire pour la cantine scolaire, pour l'EHPAD et les crèches. Donc ça aussi c'est un outil, et donc quand on utilise cet outil, on peut poser des conditions sur les modes de production. Ben, on veut plutôt de la production bio, donc il y a un engagement réciproque. Et on s'engage, nous, en tant que commune, à vous acheter X tonnes ou X kilos. Ça, c'est un outil. Il y a un autre outil auquel on réfléchit, alors on espère être réélu, mais c'est carrément d'acheter des terres agricoles, quand elles sont en vente, pour installer des paysans. Si on n'arrive pas à récupérer des terres qui sont éventuellement disponibles et qui sont en location, des terres agricoles de la commune qui sont en location, si on n'arrive pas à les récupérer pour installer des paysans, l'idée c'est éventuellement acheter des terres agricoles pour installer des paysans sur un projet. Et on a plusieurs demandes de jeunes qui veulent s'installer sur Urrugne, parce que si Urrugne c'est une commune encore très rurale, c'est 11 000 habitants, et autour c'est un bassin de vie de 300 000 habitants. Alors, vous voyez le genre de dimension, de déchets. Voilà. Voilà en gros ce que je pourrais dire sur la question des terres agricoles. Merci beaucoup. Après, il y a cette outil que nous, en tant qu'éditeur national d'alimentation solidaire, puisqu'on a réfléchi à un moment, on s'est même dit il faut que nous, on achète des terres agricoles. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas, nous, installer un maraîcher pour produire pour la caisse. Bon, c'est une idée qu'on a abandonnée, mais c'est une idée qui n'est pas si saugrenue que ça. Parce qu'on salarie des gens. Donc il n'y a plus la précarité financière derrière. Comment dire? Pour eux, ils sont dans un système de service public. Un service public d'alimentation. Voilà. Merci beaucoup. Je peux dire là-dessus. Merci. 3 mains s'étaient levées. Peut-être qu'on va prendre les 3 questions. Il y avait une question sur l'accessibilité, le bio pour... Oui. Il y avait 3 questions. Comment éduquer les familles précaires? Tu la reposes après. Oui, d'accord. Monsieur, si vous voulez venir devant, on va peut-être prendre les 3 questions d'un coup. Monsieur avait levé la main avant. Oui, merci. Je vous remercie, mais surtout je vous félicite pour tout ce que vous avez fait. C'est un modèle pour nous. Moi j'ai une remarque et une question. La première remarque, si les agriculteurs, les paysans nourrissent les populations, dans le Var, en produisant des fleurs coupées et de la vigne, on nourrit personne. C'était ma remarque. La question, l'alimentation saine a besoin d'eau, de l'eau de pluie pour l'arrosage et de l'eau du robinet pour la cuisson. Or, l'eau est polluée. Toute notre eau est polluée. L'eau de pluie est polluée, l'eau du robinet est polluée. Alors, on l'a dit potable, parce qu'on mesure ce qu'on veut bien mesurer. Mais vous avez parlé des produits phytosanitaires, certes, ce sont les plus connus, les plus voyants, mais il y a d'autres produits qui sont très néfastes pour la santé. Je parlais des PFAS, des microplastiques. Les PFAS, on ne les recherche pas dans l'eau. Il y aurait un peu plus de 4000 molécules différentes de PFAS. On en recherche 4, on en mesure 4 dans l'eau. Donc, comment faire une alimentation saine quand l'eau de pluie est polluée, quand l'eau du robinet est polluée? Et vous pouvez rajouter quand la mer est polluée pour le poisson. Oui. Peut-être, Daniel, je vous donne le micro. Je voulais rebondir sur la question des menaces, on peut dire, des lobbies industriels et du poids effectivement des menaces et des risques phytosanitaires. Au niveau européen, il y a des accords qui se passent. J'ai été députée européenne, j'ai vu comment les choses se passaient.
Et c'était effectivement la belle droite et l'extrême droite qui votaient ces orientations-là. Et le nom de Monsanto, par exemple, a une résonance internationale concernant notamment les milliers de tonnes de dioxines qui ont fait la mort au Vietnam. Mais au niveau des choses très concrètes de la France, j'ai entendu il y a quelques heures seulement un très bon documentaire sur les accords européens concernant la lentille et les noisettes. Or, il se trouve qu'avec le Canada, on a effectivement eu des accords qui faisaient en sorte que, même s'ils étaient complètement arrosés de produits phytosanitaires, les accords de livraison et d'importation du Canada sur la France faisaient qu'il y ait une majorité d'importation par rapport à notre situation. Or, nous sommes producteurs de lentilles et de noisettes. Et nous avons des agriculteurs qui, là-dessus, ont des difficultés maintenant, parce que la concurrence déloyale se fait, accord de Maastricht, nous y sommes complètement, concurrence déloyale et non fondée. Et là, effectivement, on importe des produits qui sont bourrés de produits effectivement dangereux, cancérigènes, alors qu'on a nos producteurs là qui sont en difficulté dans notre pays. Voilà. Je voulais dire, c'est tout à fait actuel, c'est maintenant. Et les accords qui se font sont des accords qui mettent le monde paysan en colère, et combien je les comprends. Voilà. Merci beaucoup. Effectivement, chacun à son niveau, à sa part de responsabilité. C'est ce que d'aucuns appelaient la part du colibri au Parlement européen, à l'Assemblée nationale, dans les communes, dans les collectifs, auprès des assos. On a tous notre part de responsabilité. Et j'aime toujours à dire que manger, c'est voter. Et quand on va faire ses courses, c'est également un acte politique très fort. Quand j'étais au Parlement européen, les lobbying... Quand j'étais au Parlement européen, le petit colibri, moi j'étais peut-être petit colibri, mais au Parlement européen, le lobbying, un jour il est venu chez moi pour me parler et il a pris la porte, le lobbying, parce que c'est fourré effectivement de lobbying au Parlement européen. Seulement il faut savoir réagir, il faut résister et il faut être ce que l'on est. Moi je suis une députée communiste, point. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez répondre ? Non, je souscris. Rappelez-vous la vache folle au Canada, les vaches sont encore nourries à la farine animale. Donc voilà, que ce soit le CETA, le Mercosur, on emporte tous la même chose, effectivement. Et en fait, on sacrifie notre agriculture au bénéfice d'autres industries, d'autres activités économiques. Voilà, mais les lobbies, il y a eu la même polémique des lobbies à la COP, vous l'avez entendu. Total était là pour négocier la baisse, soi-disant, de l'utilisation des hydrocarbures. Donc voilà, et il faut résister, vous avez raison. Il faut résister. Le cynisme va beaucoup plus loin. Moi, je travaille avec des agriculteurs du Congo, à la limite du Congo et du Rwanda. Et un jour, j'y suis allé il y a une dizaine d'années, et je me suis aperçu qu'ils employaient des produits phytosanitaires qui étaient interdits en Europe depuis des années, produits en Chine, en Inde et au Pakistan, dans des conditions effroyables. Et on a monté d'ailleurs une ferme-école d'agriculture biologique dans un endroit où il y a la guerre, on viole les femmes, etc. etc. Depuis une vingtaine d'années, les agriculteurs du Coran financent, avec l'aide de Monsanto d'ailleurs, financent le travail là-bas. Mais le pire du cynisme, c'est que des molécules qui sont interdites en Europe depuis 20-25 ans continuent à être produites en Europe et exportées dans ces pays-là. On devrait tous avoir collectivement honte. D'autres questions? Oui. Marie? Et puis il y avait également... Je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. Oui, moi j'ai vu. Il y avait Sonia, oui, sur la question de comment éduquer les familles précaires sur le bio et végétarien. On accompagne les familles précaires comme les autres sur le changement de l'alimentation. Après, c'est
les capacités. On peut manger bio sans dépenser plus. On l'a montré à la cantine, on peut faire pareil à la maison. On a eu des défis famille alimentation positive. Les familles ont augmenté de 20% la part de bio, de 25% la part de local, et ont diminué de 6 centimes le coût de revient par personne. Pourquoi? Parce qu'en se remettant à cuisiner, simplement, on a une alimentation qui est moins chère. Et si on achète une botte de radis, on a une entrée et un potage. Donc en fait, c'est tout ça qu'il faut apprendre. Et le fait de manger moins de viande libère aussi du budget pour payer le bio. Donc au niveau de la famille et de la cantine, c'est la même méthodologie. Après, c'est les capacités financières, le reste à vivre des familles qui posent problème. Et donc nous, on travaille deux choses. Déjà, notre épicerie sociale, le 4e agriculteur de la ferme municipale est salarié du CCAS pour l'épicerie sociale et les crèches. Et en fait, on produit des légumes bio, locaux, pour l'épicerie sociale. L'épicerie sociale est 50% bio à Montsartou, grâce à un partenariat avec Biocoop, notamment, qui nous fait du prix coûtant. Et il y a une autre différence, c'est que on utilise très peu, on n'utilise plus la banque alimentaire et très peu on n'utilise plus les restes des grandes surfaces. Et les fruits, les légumes et tous les produits frais, œufs, fromage, beurre, yaourt, etc., sont les bénéficiaires commandent ce qu'ils veulent. Et en fait, ils retrouvent une dignité en choisissant à nouveau ce qu'ils vont manger. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se nourrir des restes de la grande surface ou de ce que les autres n'ont pas voulu, mais ils vont rechoisir les légumes qu'ils veulent manger, les fruits qu'ils veulent manger, les yaourts qu'ils veulent manger. Ils retrouveront des DLC normales sur les yaourts, ils retrouveront des fruits et des légumes qui ont de l'allure, et en plus tout est bio. Donc, et ça, effectivement, c'est comme Rugne, c'est compensé par le budget du CCS, donc de la commune. Et sur le modèle du Rugne, nous, on travaille on ne travaille pas une caisse commune sécurité sociale de l'alimentation, mais on travaille un concept qui s'en rapproche, où on va faire un groupement de commandes sociales et solidaires sur une liste de produits secs, et puis aussi sur les fruits et légumes, et où en fait les personnes les plus précaires payeront moins 50% du prix magasin, les travailleurs pauvres moins 30%, et les autres le même prix. Et en fait, tout le monde commandera les mêmes produits, aura la même nourriture et ne payera pas le même prix. C'est une autre approche de ce que fait Urune, mais c'est exactement dans le même esprit. Merci beaucoup. Il reste à peu près une dizaine de minutes, donc je vais prendre quelques questions. Oui, 2-3 questions, effectivement. La question de l'eau qui a été posée tout à l'heure, je pense qu'elle est hyper importante. Ah, l'eau, oui. La qualité de l'eau. C'était plus une contribution qu'une question, je l'avais prise comme ça. L'eau, c'est hyper important en qualité et en quantité, dans nos régions particulièrement. Hein. Rappelez-vous de 2023 notamment. Hein, et quand on est agriculteur, aussi la commune, on le vit encore mieux. Nous, on produit notre eau à Montsartou. Alors, le fait d'avoir peu d'agriculture, on a quand même moins de polluants, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas exempté de PFAS et tout, c'est évident. Mais comme je le disais, quand on mange du poisson, on mange des métaux lourds. Montsartou fait partie des 40 villes maintenant qui ont arrêté de servir du thon à la cantine, du thon en boîte, parce que le lobby des conserveries de thon ont obtenu l'autorisation d'un taux maximum de mercure de 1 mg par kilo, alors que les autres c'est 0,3 mg. Donc c'est simplement ça. Et en fait, ils nous disent maintenant, mais non, il n'y a pas de problème, on est dans les normes. Sauf qu'ils ont une norme qui a été faite pour eux et qui est 3 fois supérieure aux autres. Donc on a arrêté, et en fait on est quand même des communes qui représentent une dizaine de millions d'habitants, donc il y a des grandes villes, et on dit qu'on ne servira plus de thon en boîte tant que la réglementation ne sera pas redevenue la même que pour les autres. Peut-être cette année, on prend en tant que paysan un témoignage sur la question de l'eau et quelques solutions.
L'eau, c'est déterminant hein, pour l'agriculture. S'il n'y a pas d'eau, c'est le désert. Hein, donc, c'est absolument nécessaire. Utiliser l'eau en l'économisant au maximum, c'est les pratiques que l'on essaye de développer. On a la chance, nous, d'être sur le réseau du canal de Provence. On a donc l'eau du Verdon, qui est une eau quand même de bonne qualité, qui est très très surveillée quand même par les services du canal de Provence. Et ceux qui ont accès à ce réseau n'ont pas de problème de limitation jusqu'à maintenant, puisque les réserves sont suffisantes par les lacs de réserve hein, de Sainte-Croix et Serponçon. Et donc, ce qu'il faut qu'on apprenne, c'est dans les pratiques, c'est développer le maximum d'arrosage au goutte à goutte, hein, où on apporte l'eau à la plante qu'il lui faut, en évitant l'arrosage par aspersion. Par rapport au foncier, par rapport à l'agriculture, tout à l'heure, c'est pas le tout d'avoir des terres et c'est pas le tout d'avoir des agriculteurs qui s'installent. Le problème, c'est qu'il faut que l'agriculteur qui s'installe demain soit remplacé par un autre agriculteur. Et l'agriculteur qui s'installe aujourd'hui, il va nourrir les gens qui sont autour, et celui qui va s'installer demain nourrira les enfants de ceux qui sont là. Donc, il est très très important d'arriver à pérenniser cette fonction de paysan nourricier. Le problème foncier est un problème capital, parce que si on laisse le foncier une propriété privée qui a en fait une fonction qui est une fonction finalement collective, il y a une difficulté. La difficulté, c'est dans les successions, c'est dans les renouvellements, hein, où bien souvent il y a des éclatements qui se produisent du foncier. Donc il y a des outils qui existent. Il y a un outil en particulier qui est peu utilisé, et pourtant qui a fait à une époque, qui a fait grand bruit, c'est de créer des groupements fonciers agricoles, le GFA. Le GFA, c'est l'achat de terres agricoles par des actionnaires qui mettent à bail un agriculteur. S'ils mettent à bail un bail à long terme, eh bien, ils ont une économie dans la succession de leur propriété, de leur part, qui est égale à 75% de remise, c'est intéressant. Et si la propriété est mise en valeur, la part de l'action augmente aussi, donc c'est intéressant. Mais c'est un moyen de sanctuariser les terres agricoles. C'est comme ça qu'on a sauvé le Larzac. Et on a été des milliers à prendre des actions de GFA au Larzac. C'est une formule qui a été inventée dans les années 70. Et pour sanctuariser les terres agricoles. Voilà. Et c'est sûr que ces terres, une fois qu'elles sont en GFA, elles sont sanctuarisées pour la bonne raison, c'est que si on veut exproprier, on est obligé de faire une procédure d'expropriation pour chaque actionnaire. Ce qui est impossible, ce qui est pour ça que le Larzac a été préservé et l'armée s'est installée à Canjuers, tout le monde a vendu les terres, faire de Canjuers, c'est que devenu Canjuers, qui était quand même la capitale du mouton. Quoi, hein, bon. Mais c'est dire que je pense que les citoyens doivent réfléchir à ça, c'est-à-dire que sanctuariser les terres pour qu'elles continuent à nourrir aujourd'hui et demain. D'ailleurs, là-dessus, je vous ferai une autre remarque, c'est que le mouvement citoyen aux États-Unis, on en parle peu, mais il est excessivement dynamique. Et dans les CSE, c'est-à-dire les AMAP aux États-Unis, nous, dans les AMAP, on fait des contrats qui sont des contrats d'un an, de 6 mois ou d'un an, quoi. Hein. Et puis on renouvelle les contrats. Et les Américains, ils se sont rendus compte que finalement, ces terres qui les nourrissent aujourd'hui, mais c'est important qu'elles soient encore là pour nourrir leurs enfants, et puis encore là pour nourrir leurs petits-enfants. Et donc, ils ne font plus des contrats comme ça, ils font des contrats à vie. Voilà. Ces terres ont comme fonction de nourrir ma famille éternellement, quoi. Et elles produisent aujourd'hui une nourriture qui nous apporte la santé et le plaisir, et bien elles doivent continuer à le faire pour mes enfants et mes petits-enfants. Et donc, ils ont
de cette façon-là, sanctuariser les espaces nourriciers, voilà, hein, et de façon à ce qu'ils soient toujours là. Si ce n'est pas ce paysan, ça sera un autre, mais ces terres nourriront toujours. Voilà. Et je dirais aussi, notre remarque, un autre pays exemplaire, c'est le Japon. On ne parle pas de l'agriculture japonaise, à tort, parce qu'au Japon, dans le système des AMAP qui ont été lancés par les Japonais à la fin des années 60, qui s'appellent les Tekkei au Japon, ça veut dire transparence, eh bien, au Japon, 10% de la population sont des agriculteurs, sur des petites fermes. Et les Japonais ont sanctuarisé les terres qui étaient les meilleures terres agricoles, ils les ont sanctuarisées, il est impossible de faire autre chose que de l'agriculture. Et ils les ont déclarées nourricières pour l'éternité. Et il y a 2 pays qui ont fait ça, c'est le Japon et la Suisse. Et ils ont fait ça en 1945. Après la guerre, ils se sont aperçus que la pire des choses qui pouvaient arriver à une population, c'était la famine. Et pour éviter la famine, il fallait sanctuariser les espaces nourriciers. Voilà, donc on n'est pas obligé de faire des grandes fermes sur le modèle américain, on peut aussi s'inspirer d'autres modèles. Merci beaucoup Daniel pour ce témoignage, c'est un partage d'expérience extrêmement profitable. On va prendre peut-être une dernière question. Alors je sais que c'est un peu frustrant parce qu'on a tous plein de choses à dire, mais soyez rassurés, la campagne dure encore 100 jours. Nous avons besoin de votre énergie pour changer la politique à Toulon. C'est possible. Je tiens à dire quand même que la sociologie de Montsartou n'est pas particulièrement différente de celle de Grasse et de Cannes. S'ils ont réussi à Montsartou, à Toulon, on réussira. En travaillant et en étant structuré et organisé comme chacun des grands témoins de ce soir. Une dernière question, je vais donner la parole à... Alors, Sonia, ta question, on l'a déjà posée, mais... Alors, je suis désolée, vous n'avez pas répondu, peut-être que j'ai mal expliqué, et peut-être que ma question est ridicule. Néanmoins, j'aimerais avoir une réponse. Moi, j'ai demandé, en fait, je voulais le faire discrètement, sauf que voilà, comme on m'a pas répondu, je suis pas discret. Moi, j'aimerais savoir, alors j'ai vu que ce que vous aviez mis en place est super génial, mais ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait des 30% qui restent? Les 30% de déchets que vous avez dans les cantines, au lieu des 50%. Non, j'ai pas compris alors, désolé. J'ai bien vu que quand on a commencé le projet en 2010, la moyenne nationale était de 30% de gaspillage alimentaire dans les cantines. Nous, et on était pareil, on était à 145 grammes. Oui. Nous, on a diminué de 80%, on n'est plus qu'à 30 grammes. Donc, la première des économies, c'est de diminuer le gaspillage alimentaire, on dégage du budget, et on économise aussi de l'eau en amont à l'agriculture, et des terres, etc. Et ce qui reste, il me semblait avoir répondu jusqu'à l'heure. Peut-être que j'ai pas entendu, j'ai pas compris. Non, mais c'est pas grave, le reste, à part en compost. Très bien. Ma deuxième question, parce que j'interviens beaucoup dans les quartiers populaires, effectivement, les gens ont envie de changer d'alimentation dans le bio et dans le végétarien un petit peu. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'éducation et ça remonte à de longues périodes. Qu'est-ce que vous mettez en place pour que les gens puissent, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, éduquer au niveau de l'alimentation? C'est le travail de la maison d'éducation et d'alimentation durable. On fait énormément d'ateliers avec toute la population, toutes les catégories de population, les enfants, les anciens, les précaires, les non précaires, et des ateliers où on mélange les gens. Il ne s'agit pas de catégoriser. Et effectivement, il faut avant tout réapprendre à cuisiner si on veut bien se nourrir. Et manger végétarien, il faut peut-être apprendre des recettes. Et c'est ce qu'on fait, c'est extrêmement important. Et peut-être quelque chose qui peut vous intéresser à Toulon, quand vous serez aux affaires en mars prochain. Je pense pas qu'il y en ait à Toulon, il y en a à Marseille. C'est l'association VRAC, un réseau d'achat en commun. Et c'est une association nationale qui a des antennes dans beaucoup de villes. Ça se monte sur les quartiers populaires.
et ils font des groupements de commandes, et le fait d'acheter ensemble fait baisser le prix, et ils n'achètent que des produits bio, et une fois par mois ils font une distribution. Il y a aussi beaucoup d'animations autour, ils cuisinent ensemble, ils font des concours de cuisine, ils partagent les recettes, et effectivement c'est important de faire une animation autour, vous avez complètement raison. Alors, il y avait un autre témoignage sur le thème de l'écologie sociale. Hein. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, vendredi dernier à Marseille, il y avait Rob Hopkins qui fait les villes en transition, et il y avait une dame, la déléguée générale de VRAC. Vraiment, je vous invite à aller sur le site, et c'était ma question, est-ce que ça serait possible de mettre en place VRAC à Toulon, quoi, parce que c'est spécialisé, enfin c'est vraiment focalisé sur les quartiers prioritaires et sur cette envie effectivement qui émerge de vraiment changer d'alimentation et d'être accompagné. C'est ça, merci madame. Je vais juste donner le micro à un dernier intervenant, Jean-Jacques Hazan, qui a été le président national de la FCPE, qui voulait témoigner de son expérience, et notamment sur le thème de la municipalisation des cantines. Oui, parce qu'à part être président de la FCPE, j'ai aussi œuvré dans la restauration collective, puisque j'ai dirigé un arrondissement à Paris, où j'ai viré le privé et j'ai remunicipalisé, parce que de toute façon, c'est un peu le seul moyen de maîtriser ce qu'on fait. Et puis depuis 2017, je suis consultant et j'aide des collectivités à revenir en gestion directe, c'est-à-dire à se séparer des entreprises privées de restauration qui font beaucoup de marge sur les denrées, et à remunicipaliser et à réinstaller des cuisines, des cuisiniers. Alors à Toulon, il y a déjà des cuisines et des cuisiniers, si j'ai bien compris, mais dans une configuration qui m'a l'air assez compliquée et certainement pas déficitaire pour la société de restauration qui exploite ça. Donc à mon avis, il y a pas mal de marge à gratter, et je serais heureux, puisque maintenant j'habite à Toulon et je n'habite plus à Paris, d'œuvrer sur la chose en mars prochain, voilà. Et on peut préparer un peu les choses. Je voulais juste dire deux trucs. D'abord, sur l'éducation, alors, la restauration scolaire, moi, vous avez bien compris que ce qui m'intéresse, c'est la restauration scolaire d'abord, parce que c'est ça qui m'a motivé pendant tout un temps de militant parent d'élèves, et puis qui m'intéresse encore, parce que je suis chargé de mission d'une association de directeurs de restauration territoriale, et dans cette association, on est quelques-uns à avoir monté, à côté d'épiceries sociales, des cuisines sociales. C'est-à-dire que les gens, ils viennent, ils achètent leurs carottes, mais avec leurs carottes, ils font quoi chez eux? Et ben donc, on a monté des petites cuisines avec des cuisiniers, avec des petites cuisinières familiales, hein, pas avec une grosse sauteuse de 100 litres. Les gens, ils vont être un peu perdus. Deuxième chose, c'est que la question de l'eau, elle est majeure. Moi, dans mon boulot, où j'interviens pour des collectivités territoriales ou des intercos, etc., j'ai souvent comme interlocuteur qui vient me chercher pour remettre de l'ordre et remettre du bon et du propre et du juste dans les assiettes, celui qui, à la communauté de communes, s'occupe de la qualité de l'eau. Parce qu'en fait, la qualité de l'eau, elle marche avec l'agriculture qu'on y fait, sur le territoire, et elle marche, et tout ça, c'est un circuit fermé. Donc, c'est logique. Et il y a des collectivités qui ont réussi la chose, mais pas en 2 ans, hein. En 10, 12, 15 ans. Lons-le-Saunier avait une qualité d'eau dégueulasse. Un jour, le maire, il a décidé qu'il fallait faire la première ceinture autour de Lons avec que du bio. Il a aidé les agriculteurs à transformer et à se transformer, à se convertir en bio, et puis les autres après, puis la ceinture s'est un petit peu élargie, et puis la troisième ceinture, etc. Voilà. Merci. Donc il y a des solutions largement possibles, et pour le nombre de collectivités que j'accompagne encore, je peux vous dire que c'est possible de changer. Merci de ce message très. Oui, avant de continuer à discuter autour d'un verre et puis de petites préparations maison qui vous ont été proposées, et vous allez voir qu'on va être à la hauteur des enjeux. Peut-être trois grandes orientations à retenir pour le groupe écologie et alimentation qui travaille depuis de longs mois à Toulon en commun, qui est animé par Isabelle, qui va vous inviter juste après à la rejoindre évidemment et à contribuer avec elle. 3 points peut-être de synthèse de ces riches débats et de ces apports précieux. D'une part,
voir l'importance de mener une politique volontariste sur les terres agricoles en sanctuarisant ces terres grâce à différents leviers que vous avez mis en évidence, le GFA que vous avez mis en évidence, Daniel, la préemption ou encore l'inscription au SCOT. C'était toi, Michael, qui évoquait ces questions. Premier aspect absolument central. Le deuxième, c'est peut-être de retrouver du sens et de retrouver finalement notre mémoire, un approvisionnement qui a toujours fonctionné en circuit court jusqu'à, vous l'avez dit, une forme de perturbation des années 80 qui a finalement complètement dénaturé ce qui était le circuit habituel du potager à l'assiette finalement. Et là, nous avons à retrouver ce sens peut-être ancestral, ce sens naturel d'un système juste, adapté, du plus proche et qui est en réalité le plus juste. Et puis enfin, le troisième volet, c'est peut-être celui de l'impact social et sociétal. L'alimentation, c'est l'affaire de tous. Ça veut dire qu'elle doit être à la portée de tous, qu'elle est un enjeu pour nous tous et qu'il y a à redonner tout son sens au métier de paysan nourricier, peut-être aussi de cuisinier amoureux des produits et amoureux des gens, et que c'est par cette alimentation saine, bio, de saison et variée qu'on changera finalement aussi la vie des gens. Voilà, merci. Une dernière petite recommandation, n'allez donc pas manger à la cantine de Sartène. Je prends encore 2 petites minutes de votre temps avant un moment convivial apéritif qu'on aime bien. Donc oui, je suis Isabelle Godefroy, j'anime, mais je ne suis pas toute seule à animer le groupe de travail sur l'écologie et sur l'alimentation santé. Il y a aussi Florian, quelque part dans la salle, voilà. Il y a Marie, il y a Céline, il y a Charlotte, voilà, ils sont très nombreux et nombreuses impliqués sur la thématique. Et donc juste pour dire, je suis assez heureuse parce que finalement, on n'est pas trop mauvais au niveau des propositions qu'on a construites. On retrouve exactement la présentation qu'il y a eu ce soir. Donc le programme sortira prochainement de Toulon en commun, vous pouvez vous en rendre compte. Et donc ce soir, c'est une belle démonstration que c'est tout à fait faisable. Et vous savez, on pose souvent le fait que le bio c'est cher. Apprenez, ça peut tout à fait le faire. Et puis on se rend compte, on entend aussi beaucoup cette ritournelle-là de l'alimentation comme l'écologie punitive, quelque chose d'assez lourd. On se rend compte qu'en fait les solutions sont tout à fait adaptables. Et 2 autres petits points aussi que je me suis noté. Le coût des maladies, ça c'est percutant en fait. Quand on dit le bio coûte cher, mais combien coûte le coût des maladies? Obésité, tu l'as justement dit tout à l'heure, diabète, cancer, etc. Donc quand on oppose ça, on se dit que finalement, voilà, on a du large. Donc on a vu ce soir sensibilisation à l'éducation, au mieux manger, terre pour le maraîchage, très important, pour les arbres fruitiers aussi. Le travail avec le milieu associatif, il y a une expertise terrain qui est indéniable. Tout à l'heure, on a cité Oxfam, il y en a d'autres. ATD Carmont fait aussi un travail merveilleux. On travaille avec les restaurants du cœur, les restos du cœur, etc. Et on aura aussi une pensée, on tient tout en commun pour une politique d'entraide, de venir en aide aux plus démunis. Et on retrouve dedans les étudiants en nombre de plus en plus. Les travailleurs pauvres, les oubliés en fait, ceux qu'on ne voit pas. Les seniors. Et l'aspect dignité aussi, à tout en commun, on travaille là-dessus. C'est, voilà, on vient en aide à tout le monde, sans distinction. On continuera nos travaux et surtout, on laisse la possibilité aux personnes de garder leur dignité. Ça me paraît essentiel. Voilà, pour finir, bon apéro. et surtout, rejoignez-nous à tout en commun si vous avez un petit peu de temps à consacrer, c'est avec plaisir. On a des groupes de travail, donnez un peu de votre temps. La force, encore une fois, ça se voit ce soir, c'est collectif. On a besoin de tout le monde pour avoir une belle ville dans les temps à venir comme Toulon mérite d'être. Voilà, merci et bonne chance. Merci à vous tous. Vous avez dans la table de l'entrée des documents, vous pouvez laisser votre adresse, venir rencontrer Florian, Isabelle et Marie pour éventuellement vous inscrire et contribuer au groupe.
et puis bon apéro, à tout de suite autour d'un verre.